Bonjour les économistes. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, on va un peu quitter Home Assistant, en tout cas dans cette vidéo-là, et on va s'intéresser un peu aux systèmes qui permettront d'être un peu autonomes en eau, et si possible en milieu urbain, parce que c'est l'objet principal de cette chaîne. Donc je vais vous présenter à l'aide de slides 5 approches classiques. Alors si vous notez des erreurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis après, je vais vous faire une petite description de mon cas personnel. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai, en tout cas au sein de mon habitation. Alors, en fait, pour aller capter de l'eau, il n'y a pas 36 000 solutions. J'en vois au moins 5. Et nous avons faire dans son jardin une mare artificielle, avoir une citerne enterrée, si possible, faire un prélèvement dans une source, rivière, cours d'eau, la construction d'un puits ou la réalisation d'un forage profond. Alors, en particulier, si on revient un peu en détail sur la mare artificielle, qu'est-ce que c'est? D'abord, ça sera plutôt adapté à des gens qui ont un minimum de terrain. Donc, on va dire, est-ce que c'est vraiment adapté en milieu urbain sans vouloir sacrifier une partie de votre terrain? Peut-être pas. Donc, si vous avez peut-être au moins 1000 mètres carrés, ça peut être envisageable. Alors, au niveau des atouts, c'est que c'est assez facile à réaliser. Vous avez d'excellentes vidéos de la chaîne La Cabane Autonome, où ils se font des mares un peu sauvages à travers. Alors, ils profitent aussi d'une certaine pente naturelle de leur terrain, mais si c'est le cas, eh bien, autant l'utiliser. Ça a évité pas mal de métrages, de travaux supplémentaires. Et aussi, si on a un peu cette surface minimum, on peut évacuer finalement les terres qui ont été creusées sur le terrain. On peut les épandre un peu à droite, à gauche. Donc, il n'y a pas trop des problèmes d'évacuation de terre. Alors, les inconvénients, c'est que finalement, pour les remplir, on est dépendant de la pluviométrie. Donc là, vous devez regarder un peu dans la région où vous êtes, quelle est-elle. Et aussi, comme c'est pas directement à l'exposition du soleil, on est sensible à l'évaporation, donc on va perdre un certain volume. Et également, je vois que ça peut être contaminé par la faune locale, des oiseaux, etc., qui font leur déjection dans cette retenue d'eau, et éventuellement aussi par quelques pluies selon le cas. Et si vous êtes dans des régions qui sont très très froides, ça peut geler, donc vous n'avez plus d'eau en hiver dans ces périodes-là. Alors, il faudra évidemment associer à cette technique des très bons systèmes de filtration. Et là, ce que je vois comme usage, on va dire prioritaire, ce sera l'eau d'arrosage, et éventuellement l'eau des toilettes, machine à laver, lave-vaisselle. Par contre, ne pas la boire, elle sera très 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 difficilement, ou en tout cas que vraiment avec parcimonie, potable, et évidemment avec un très très gros système de filtration. Alors, pour récolter cette eau, va falloir des gouttières de votre habitation, mais également pensez-y, des caniveaux. Ça permet, si vous avez une terrasse, ça permet un peu de décupler un peu les surfaces de captation. Et qu'est-ce qu'il faudra comme matériel? Généralement une pompe de surface, alors qui sera installée de préférence dans un local technique, sinon pourquoi pas dans le vide sanitaire, ou je sais pas, dans un garage. Et généralement, c'est un combo pompe avec une petite vessie, un ballon vessie au-dessus, qui permet d'éviter que la pompe se mette en route systématiquement chaque fois que vous demandez de tirer de l'eau. Donc une petite réserve comme ça. Donc ça coûte pas bien cher. Et alors j'illustre avec des prix, mais évidemment c'est une borne qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire peut-être pas grand-chose. Mais en tout cas, si vous faites venir un engin pour votre terrassement, ça va vous coûter une grosse journée de terrassier avec creuser et puis épandre la terre après, donc 1000 € à peu près. Ce qui serait bien, c'est de mettre au fond de la mare creusée, du stabilisé, du sable stabilisé, et puis après mettre des bâches plastiques. Donc vous voyez, c'est entre 8 € par mètre carré de sable stabilisé. Il va falloir le faire livrer. J'ai oublié de compter ça. La bâche plastique, c'est 150 €. Pompe sur surpresseur, c'est à peu près 250 €. Du Plymouth, enfin du câble, du tube
très haute densité, c'est PEHD d'ailleurs, c'est pas R, pardon. Une couronne de 50 mètres, c'est environ 30 €. Quelques raccords, laiton, allez, 50 €. Et puis, système de filtration, 3 filtres, vous pouvez les avoir à partir de 100 €. Et n'oubliez pas, si votre maison n'est pas installée, installez des gouttières. Donc, si vous le faites par vous-même, ça vous fait à peu près 500 €. Et donc, vous avez un bouquet, alors il vaut ce qu'il vaut, hein, à peu près de 2200 € pour vous équiper et puis minimiser votre travail personnel en faisant appel à un professionnel, un terrassier professionnel pour faire cette mare, par exemple. Évidemment, si vous le faites par vous-même, vous enlevez le prix du terrassier, ce qui est non négligeable. Donc, vous divisez au moins par deux ce prix-là. Alors, deuxième option que je vois, c'est certainement la plus vraisemblable si vous voulez commencer à être autonome en eau. Et en fait, elle sera facilement adaptable à n'importe quelle situation. Et même si vous avez des petites surfaces de terrain, donc c'est la citerne enterrée. Donc voilà, c'est ce que je dis, c'est le plus simple. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau consommation d'eau, allez, prévoyez à peu près 5 mètres cubes d'eau par personne. Donc si vous êtes par un foyer de moyen de 4 personnes, vous avez besoin de 20 mètres cubes pour à peu près tenir 2 ou 3 mois, disons, passer l'été tranquillement en faisant quand même attention. Alors il y a d'autres atouts par rapport à la mare, c'est que ça quand même protège l'eau de certaines contaminations ultérieures. Hein. Ça reste hors gel puisque c'est enterré, donc vous pouvez utiliser toute l'année. Et en fait, avec un bon système de filtration, c'est complètement buvable. Donc on a des nouvelles utilisations de cette eau. Alors en inconvénient, on est quand même toujours dépendant de la pluviométrie. Et puis, comme je vous ai dit, la citerne, elle est jamais trop grosse, elle est toujours trop petite. Donc prévoyez large, hein, ça vous paraît fou, 20 mètres cubes, mais croyez-moi, ça peut être facilement utilisé, notamment avec le réchauffement climatique, on va en avoir de moins. Si vous êtes dans le sud de la France comme moi, vous pouvez avoir des périodes de 3-4 mois sans pluie. Donc 20 mètres cubes ne paraissent pas si stupides que ça. Pensez également, si vous êtes dans des petits terrains, que bon, vous avez le terrassement, donc à peu près 1000 € la journée, mais malheureusement, si vous pouvez pas répartir la terre sur votre terrain, parce qu'il est un petit, sans faire des dévers catastrophiques, et si vous ne pouvez pas la donner, que sais-je, vous devez prévoir le prix de l'évacuation de cette terre et l'amener dans la déchetterie. Alors, donc ça vous fait donc louer une journée d'un camionneur, d'un camion, une deuxième journée de la pelleteuse éventuellement. Voilà, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en déchetterie, ça vous coûte à peu près 20 € la tonne, voilà. Donc ça vous fait des frais supplémentaires. Hein. Alors vous allez toujours me dire, oui, mais moi je peux la donner à des voisins, etc., etc., etc. Si vous êtes en milieu urbain, c'est pas si facile. Et si vous posez une annonce dans le Bon Coin, donne terre, etc., en fait vous en avez plein. Et les gens, en fait, c'est ceux qui ont besoin de la terre, ils savent, il y en a plein des annonces comme ça. Et en fait, ils vont plutôt répondre à des annonces donne terre et en plus qui l'amènent chez eux. Donc voilà, donc ça peut être un problème. Et alors vous pouvez l'évacuer évidemment à l'aide de remorques, mais si vous avez 20 mètres cubes, allez, vous avez une remorque moyenne de 500 kg, un demi mètre cube, ça vous fait 40 à 50 voyages. Donc chargement de la remorque, aller en déchetterie, déchargement, et comme on n'autorise plus à béner en déchetterie, ça vous fait pas mal de pelletés. Donc ça vous fait les bras. Donc faites-y attention. Alors, et condition nécessaire, il faut que si vous utilisez un terrassier, il faut que les engins puissent accéder à votre terrain. Je dis ça parce que moi, j'ai des terrains en pente, c'est passé, mais ça peut être délicat, notamment pour vous livrer la citerne. Faites attention si vous êtes en pente, etc. C'est une question qui peut être délicate, c'est-à-dire que le camion de grue peut ne pas livrer. Faites-y attention. Voilà. Il va falloir également des gouttières, comme pour la mare, et éventuellement pour démultiplier le système de caniveau. Également, la pompe, je le mentionne, la pompe vessie, ça peut faire du bruit. Donc, si vous le mettez, je sais pas, dans une salle de bain, que sais-je encore, ça peut être un enfer. Donc, au minimum, essayez de le mettre dans un vide sanitaire. Hein, en général, c'est 60 cm accessible. Voilà, ou sinon dans un garage, c'est le mieux. Alors, en termes de prix, j'ai tablé sur la citerne de 20 mètres cubes. J'ai trouvé à 3200 € TTC. Allez, on va compter 1000 € le terrassement de base si vous avez qu'à creuser et puis répartir la terre dans le terrain. Mais sinon, vous avez des extras, un deuxième jour, donc 1000 € de location, on va dire, d'un camion et la benne, et plus 22, alors j'y vis 20 ou 20 fois le 20 €.
le cubage de terre, à les mettre en déchetterie. Et là encore, vous avez un système de pompe suppresseur à 250 €, le PEHD, désolé, j'ai mis PEHR, une couronne de 50 mètres en 25 mm à 30 €, 50 € de raccord, et puis vous avez le système de filtration, là aussi 3 filtres à 100 €, et si vous voulez la boire, au minimum une lampe à UV, d'accord. Et si vous voulez encore un autre filtrage, un Berkeley, un Beckerfield aussi en plus. Et j'oublie également les gouttières, à peu près allez, 500 € de gouttières si vous le faites par vous-même. Sinon, c'est plutôt 1000 € si vous faites appel à un professionnel. Alors, autre moyen de captation, on va dire, c'est le prélèvement direct à une source d'eau, à un cours d'eau. Donc ça, c'est relativement facile à mettre en œuvre puisque vous avez besoin finalement que de tuyaux et d'une pompe de relevage. Alors les inconvénients sont nombreux. D'abord, ça limite un peu le champ des habitations qui peuvent accéder à cette ressource. Donc il faut être en bordure de rivière, un cours d'eau. Et puis évidemment, c'est soumis à autorisation. Donc là aussi, et puis ça sera, avec peu de chance, ça sera accordé. Voilà, donc c'est assez délicat. Ça, suivant la nature du cours d'eau, ça peut être sec en été, donc vous avez un gros problème. Et puis si vous êtes en milieu urbain, c'est très forte pollution, donc ça va être quasiment inexploitable même pour alimenter son potager. Donc on va dire qu'en utilisation au minimum, c'est en eau d'arrosage de votre potager, verger, etc. Ça peut être des toilettes si même quand même il faut des filtrages quand même, machine à laver, par contre absolument pas consommer cette eau. Et puis surtout, suivant la pollution, donc il faudra mesurer, il faudra ça peut contaminer votre production alimentaire, donc ça peut être vraiment contre-productif. Alors au niveau des prix, évidemment, c'est imbattable puisque vous avez besoin qu'une pompe de relevage. Alors c'est plutôt de l'horizontalité en général, donc vous n'avez pas besoin de grand chose. Pompe surpresseur à 250 € et puis une couronne PEHD 30 €, des quelques raccords, puis filtration. Allez, vous êtes autour des 420 €. Alors maintenant, on va s'intéresser au cas du puits et des forages. Mais avant de commencer ces deux derniers éléments, petite information sur ce que dit la loi, parce que ça peut être important, parce que si vous voulez éventuellement privilégier ces options-là. Donc je lis un peu, si vous destinez l'eau de votre puits à une utilisation domestique, n'oubliez pas qu'il est obligatoire depuis 2009 de déclarer son ouvrage ou son ouvrage en mairie. Il est considéré comme usage domestique, c'est-à-dire non professionnel, pour tous, dès qu'on tire à moins de 1000 mètres cubes, c'est quand même, ça va, ça laisse de la marge pour tirer 1000 mètres cubes par an pour une famille, ça va. Voilà, et donc c'est pour faire de l'alimentation, de l'hygiène ou de l'arrosage. 2 déclarations doivent être nécessaires. La première, un mois avant les travaux, et la deuxième, un mois après l'achèvement. Donc voilà, pour un puits ou un forage excédant 10 mètres de profondeur, il vous faudra également une autre déclaration à la DRIRE. Voilà. En plus, si vous voulez la consommer, cette eau, il faudra aussi faire une déclaration à la à la DAS, DDA2S. Voilà. Pour faire, et à eux qui vont évidemment facturer une analyse, etc., etc. Bon, voilà ce qui est dit, donc vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Si vous achetez un terrain, une maison en ville où il y a déjà un puits, vérifiez, petite astuce, que ce puits est déjà cadastré, parce que vous n'avez pas cette démarche à faire. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, alors, au niveau des puits, donc un puits traditionnel, en général, ça va aller capter de l'eau qui va ruisseler ou qui va s'infiltrer dans de la terre, alors argileuse, etc. Et du coup, généralement, vous devez descendre, si vous avez vraiment de la chance, pas très profond, 2 mètres, voilà. Sinon, vous devez descendre à 10 mètres, voire plus. Alors moi, j'ai un puits, je commence à annoncer, et qui descend à 20 mètres. Alors par contre, je suis pas sur un terrain argileux. Argileux, ça va être une petite différence. Et du coup, cette eau, elle a été filtrée naturellement par la terre, etc. Elle peut être totalement buvable après infiltration, évidemment. Et ce qui est intéressant, si votre puits est assez profond, au-dessus de 10 mètres, vous avez quand même avoir une température assez stable. Et donc ça peut être intéressant pour d'autres applications qu'on verra par la suite. Et enfin, du coup, pour extraire l'eau, on va mettre une pompe immergée qui sera au fond de l'eau. Alors mettez-la à 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus du niveau du fond de l'eau pour éviter que la turbulence de l'extraction d'eau par la pompe remue de la terre, etc. et du coup vienne obstruer votre crépine intégrée à votre pompe. Alors les inconvénients, c'est quand même, on est encore un peu, le remplissage de ce puits est quand même corrélé
au taux de pluviométrie. Donc voilà, à un moment donné, il peut être à sec. Hein. Et puis du coup, comme c'est du ruissellement, le puits va se remplir, voilà, et vous tirez dessus, ça va se vider, et puis après lentement, ça va se remplir. Donc en fait, la vitesse de remplissage peut être relativement lente, c'est-à-dire que vous pouvez exploiter votre puits, par exemple 1 heure de pompe par jour maximum. Hein, voilà. Bon, ce qui sera peut-être suffisant suivant son volume associé, mais bon voilà. Et le coût d'installation, ça peut être important. Alors d'abord la réalisation du puits, et puis le terrassement associé, puis là encore, si vous êtes en milieu urbain, il va falloir éventuellement faire évacuer tout le volume de terre associé au puits. Alors l'usage, à peu près à tout, hein, de l'eau d'arrosage, toilette, machine à laver, et puis évidemment en alimentaire, après filtration efficace. Du coup, là, ça va nécessiter des engins. Pas le choix, si votre terrain le permet ou non. Hein, si vous devez casser par exemple un mur d'un voisin pour y accéder, ça peut être problématique. Donc évidemment, il va pas autoriser ça. Et alors, ce qui est avantage, c'est que le fait que la pompe soit immergée, ça va être assez silencieux. Hein. C'est un petit détail qui fait que, parce que vu le bruit sera au fond de votre puits, donc ça gêne pas trop. Voilà, donc vous avez juste le bruit du surpresseur, c'est juste un clac du pressiostat. Rien de plus. Alors au niveau des prix, je vais mettre une grande variante parce que si vous avez de la chance, vous avez de l'eau à 2 mètres, ça va vous coûter avec la maçonnerie à peu près 2000 €. Mais si vous descendez à plus de 10 mètres, c'est au moins 12 000 €. Ça peut être encore plus, hein, voilà. Et puis évidemment, si vous avez vraiment pas de chance, votre terrain est petit, il va falloir évacuer la terre, donc encore 1000 € plus 10 fois 10 mètres fois 20 € on va dire le mètre cube de terre en déchetterie. Voilà. La pompe immergée, bon, c'est à peu près 200 €. Donc, si vous avez 10 mètres à relever, il vous faudra, avec les pertes de charge associées à tous les raccords, etc. Moi, je vous conseille au moins 6-7 bars quand même. Un surpresseur, donc c'est juste le ballon V6 en indépendant. Et choisis-le plus gros possible. C'est bête à dire, mais plus il est gros, moins vous actionnez la pompe. Voilà. Et évidemment une couronne PEHD, donc 50 mètres à peu près, hein, entre les raccords à droite, à gauche, etc. Et des raccords 50 €, système de filtration. Et là du coup pour la rendre buvable, il va falloir aussi une lampe à UV à 250 €. Donc ce qui vous fait un bouquet entre 2830 €, mais ça c'est vraiment, si vous avez vraiment beaucoup de chance en ayant de l'eau de suite à quasiment 15 000 €. Donc ça peut être un budget très important. Donc pensez à l'amortissement. Donc du coup la citerne est probablement plus intéressante, en tout cas au départ. Voilà. Enfin, on arrive, on va dire, peut-être sur le nec plus ultra, c'est le forage. Alors du coup, l'ouverture, en fait, c'est beaucoup plus petit, c'est juste du diamètre à peu près de la pompe, à peu près. Alors les atouts, on est beaucoup moins dépendant de la pluviométrie, puisqu'on va descendre jusqu'à la nappe phréatique. Du coup, celle-ci, c'est un petit cours d'eau au fond de l'eau, donc il y a un volume d'eau accessible beaucoup plus important. C'est buvable, enfin si vous n'êtes pas dans une région trop agricole, évidemment. Et en tout cas, après filtration des polluants chimiques, etc. Pompe immergée, donc c'est silencieux. Et les inconvénients, c'est qu'il faut quand même se placer quand même au-dessus de la nappe phréatique, hein, donc ça, il faut vérifier ça. Et le coût d'installation, ça peut être très important. Ça dépend du type de terre que vous êtes. Donc si vous êtes sur argileux, ça devrait être bon. Si vous êtes sur de la caillasse, ça va vous coûter très cher. C'est minimum 100 € le mètre. Donc vous voyez, ça peut être, si vous devez descendre à 100 mètres, voire plus. Je connais des gens qui sont descendus à 150 mètres et dans de la caillasse. Donc vous imaginez le prix du forage. L'usage, pour tout. Et ça demande un très bon professionnel. Voilà. Et voilà, et une sacrée pompe, hein, parce que si vous devez relever plus de 100 mètres, c'est au minimum quasiment 15-16 bars, quoi. Donc 10 bars rien que pour la remontée, et puis les pertes de charge, raccords, surpresseurs, etc. à y rajouter 5-6 bars, facile. Les angles de prix, c'est entre 5 et 10 000 € si vous avez à 100 mètres, et encore, ça peut être plus si vous êtes sur du calcaire. Pompe immergée, 200 €, surpresseur 200 €, PEHD 50 mètres, 30 €, raccord 50 €, filtration AS triple filtration 100 €, lampe à UV 250. Donc c'est entre 5 830 et 10 000 €, voire plus, hein, si vous êtes dans un cas défavorable dans le sud de la France, en milieu calcaire, ça peut être beaucoup, beaucoup plus. Donc pensez à l'amortissement, et là encore, peut-être vous allez dire, finalement, la citerne, on va s'en sortir un peu mieux. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant,
c'est ce qu'on va développer un peu dans cette chaîne en autonomie, parce qu'on est là pour un peu faire de l'optimisation d'optimisation. Donc on va essayer de monitorer sa production, sa consommation d'eau. Et donc ce que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos, ça va être de faire un capteur do it yourself. Un capteur de pression, oui, je vais utiliser un capteur de pression automobile, oui, incroyable. Mais en fait, ça va me permettre de mesurer la masse d'eau qui se trouve, de la colonne d'eau qui se trouve au-dessus de votre puits, de votre citerne. Donc vous plongez ça, ce capteur-là, je vais vous montrer comment. Je me suis inspiré d'une réalisation qui a été faite en 2012, au fond de votre cuve à béton et votre puits, que sais-je encore. Et si vous connaissez un peu la géométrie de votre cuve et votre puits, ben, vous pouvez en déduire finalement le volume d'eau que vous avez en réserve. Donc c'est super intéressant parce que du coup vous allez pouvoir faire un peu des prévisions un peu sur votre été. Alors associé à ce capteur de pression qui va mesurer finalement votre capacité, je vous conseille de mettre un débitmètre. On a un peu vu pour votre ballon d'eau chaude en mettant un débitmètre pour mesurer un peu la consommation d'eau chaude. Ben, pareil, on va le mettre à un sortie du surpresseur. Et du coup, avec l'information de volume d'eau et puis ce que vous consommez, ben, on va pouvoir faire du diagnostic, du pronostic même, pour faire la prévision possible de la ressource disponible sur les jours et les semaines à venir, d'accord. Et ça permet de lever des seuils d'alerte et d'adapter sa consommation éventuellement et pour mieux gérer les étés. Ce que je vous conseille également, c'est de rajouter un capteur de température au fond de l'eau, enfin au plus fond. Alors, notamment si vous avez un puits un peu qui fait plus de 10 mètres, etc. Alors ça peut être intéressant parce qu'on va peut-être pouvoir utiliser son puits en puits canadien, c'est-à-dire pour aller amener de la fraîcheur au sein de votre habitation avec une clim qui va être quasiment naturelle, qui va consommer très très peu. En tout cas, si vous avez des panneaux photovoltaïques en plus, ben, ça va quasiment coûter que dalle. Mais également en hiver, parce que ça va peut-être préchauffer un peu de l'air et vous avez juste à chauffer le complément. Donc ça peut être intéressant, puisque par la même occasion, vous devez descendre le capteur de pression. Et ce qui va être également, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller monitorer un peu la consommation électrique de votre surpresseur pour voir combien il vous retient. Il vous coûte. Donc là encore, je répète, autant utiliser le plus gros surpresseur possible pour minimiser les démarrages de votre pompe. Ok, alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un peu mon cas de figure particulier, et puis je vais vous faire un peu une description de ce que j'ai en termes d'accès à l'eau. Alors, bienvenue devant mon puits. Voilà, mon puits, c'est ça, c'est cette histoire-là. Et donc avant, c'était pas du tout comme ça. Vous aviez une buse un peu de 1 mètre qui dépassait, et en fait, mais qui était dans la terre. Donc c'est un puits, derrière ce trou d'homme, j'ai un puits de 20 mètres de profondeur. Et vous voyez la distance avec mon habitation, j'ai même pas 2 mètres. Donc avant de couler la terrasse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des accès du puits vers l'intérieur du vide sanitaire pour faire passer toute la tuyauterie, toute l'électricité, tous les câbles que je veux. J'ai mis un tuyau de 100, un tuyau de 40, voilà, et en accès vide sanitaire. Et ici, ce que vous voyez également, c'est une gouttière, d'accord, où j'ai un regard. Et j'ai également fait un accès du puits vers ce regard, parce que du coup, je peux éventuellement, si un jour mon puits tombe à sec, rediriger l'eau de pluie dans le puits. Bon, c'est ce que évidemment je vais éviter de faire ça serait un cas extrémiste si vraiment il tombe à sec. Pour l'instant, je touche du bois, il donne bien, même en été, d'accord. Donc, et puis ça sera monitoré avec le système que je vais vous proposer. Ce qu'il faut savoir après, c'est que tout ce système-là, de puits et de contrôleur, a été mis, j'ai fait ça dans mon vide sanitaire où vous voyez la trappe d'accès, d'accord. Et puis ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir un petit tour dedans pour vous montrer un peu les éléments fondamentaux qui constituent mon système. Bienvenue dans mon système. Alors je vais faire un tour d'horizon. Et ici, ce que vous allez voir, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de me rapprocher un peu. Vous voyez ici par ce tube PVC l'arrivée en Plymouth 32 de l'eau qui vient de ma pompe immergée. Donc l'eau arrive ici, passe par ce coude, des vannes d'arrêt pour arrêter le système, et puis d'autres, un bypass pour le système de filtration. Pour l'instant, je n'ai que 2 filtres, un filtre à 20 microns et puis un anti-corrosion. Voilà.
Mais je peux rajouter, j'ai suffisamment de place encore pour ajouter encore un troisième ou un quatrième banc de filtre, ainsi qu'une lampe à UV si je désire complètement rendre potable mon eau. Et je parlerai dans une prochaine vidéo un peu des outils qui permettent d'aller contrôler un peu la qualité de son eau. Bref, donc cette eau arrive ici, repasse par ce coude et arrive en rentrée de mon surpresseur. D'accord, donc c'est de grand objet. Alors dans mes travaux, avant même de commencer la moindre chose, j'avais regardé, alors vous allez être certainement à contre-jour, mais quel est le plus grand surpresseur qui pouvait rentrer dans cette taille de trémie de mon vide sanitaire. Et je cherchais un surpresseur qui pouvait s'installer horizontalement. Donc j'avais trouvé ce modèle là, ok, c'est un 150 litres. Alors évidemment c'est comme les batteries, les ballons à vessie ne peuvent pas être exploités à 100%, c'est-à-dire j'ai jamais 150 litres, mais j'ai à peu près les 60-70 litres d'exploitable, ce qui est déjà pas mal. Donc l'eau après préfiltration va remplir ce ballon, d'accord. Et évidemment associé à un surpresseur, vous avez toujours ce qu'on appelle un pressiostat. Donc un pressiostat, c'est un système mécanique qui va aller donner l'ordre d'actionner la pompe, d'accord, quand la pression aura chuté à une valeur minimum. Donc un pressiostat, c'est un système où vous avez deux valeurs, la pression minimum qui ordonne le déclenchement de la pompe et la pression maximum qui va arrêter la pompe une fois que le ballon sera rempli. Donc vous avez deux ressorts en général que vous pouvez régler, une valeur min pour la valeur min et maximum selon les deux pressions que vous voulez atteindre. Voilà, et puis votre ballon est à contrôler régulièrement. Vous avez également sur ce ballon là un manomètre intégré, ce qui est pas mal. Vous voyez, il est quasiment vide et donc il se peut que pendant cette vidéo il aille se déclencher quand on va tirer de l'eau. Voilà, donc en sortie vous avez un bypass aussi sur le surpresseur. Je vous conseille d'en mettre un parce que si un jour vous voulez un accès direct de votre eau, imaginez que vous ayez une piscine. D'accord, et donc vous voulez éviter que votre ballon se remplisse 200 fois consécutivement, ça va l'user un peu plus mécaniquement. Vous pouvez actionner le bypass, du coup vous avez une extraction directe si votre source le permet. Donc regardez, en sortie du surpresseur, j'ai installé ce fameux débitmètre, ok, donc qui sera l'objet de des futures vidéos liées à notre monitoring d'eau de notre eau renouvelable. Voilà, et puis ça va ici, et ce que vous voyez au fond, c'est des clarinettes qui va aller distribuer de l'eau à droite, à gauche. Alors le boîtier orange que vous voyez, j'espère que vous allez le voir, c'est une électrovanne également aussi commandable par Home Assistant, ne vous inquiétez pas pour la domotique. Alors en complément de le surpresseur, je vous conseille fortement, et moi ça vibre un peu, j'ai pas de caméra stabilisée et je vais éviter de me mettre à contre-jour, voilà, de mettre ce genre de système. Ça c'est un système un contrôleur de pompe qui va aller automatiquement arrêter la pompe dès que ce boîtier observe une surintensité ou une sous-intensité. D'accord. En plus d'un contrôle sur l'intensité, vous pouvez avoir des contrôles par des sons de niveau. Donc livré avec ce modèle là, vous avez 3 sondes de niveau, donc une valeur minimum et une valeur maximum. Donc contrôle sur on va dire la hauteur d'eau, la colonne d'eau, et contrôle sur l'intensité. Donc ce qui est pas mal, je vous invite quand même fortement à utiliser ce genre de système si vous voulez protéger votre installation. Alors après, ce que vous voyez, c'est pas mal d'électronique, mais j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Qu'est-ce que vous voyez installé in situ? C'est le fameux Power 2. Donc ce Power 2 va aller éteindre ou allumer tout mon système de puits, donc c'est-à-dire le suppresseur, etc. Alors quoi ça peut servir? Par exemple, si vous imaginez qu'il y a une énorme pluie très violente, donc ça peut arriver par exemple dans le sud de la France, et ben je peux éteindre mon système pour interdire d'aller tirer de l'eau au moment où il y a des grosses pluies. Ça va éviter d'aller polluer, pourrir votre ballon, que sais-je encore, même s'il y a filtration, ou d'aller complètement pourrir instantanément vos filtres. Donc ça peut être sympa. Donc je peux l'éteindre à distance. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Et notamment, je peux lui interdire, par exemple si vous êtes sur panneau solaire et sur batterie, d'aller dire pendant la nuit, ne pas
démarrer la pompe. Je vous interdisais d'utiliser la pompe, d'accord, pour économiser vos batteries. Donc c'est grâce à ce genre de module, voilà, qui alimente le tout, que vous allez pouvoir réaliser ça, d'accord. Donc voici le tour de mon installation. Le boîtier de pompe, je ne vous ai pas montré, donc ça c'est ce qui permet d'alimenter électriquement la pompe. Donc c'est un fil après qui part 20 mètres plus bas, d'accord. Dedans vous avez un gros condensateur qui préamorce pour le démarrage de la pompe, voilà. Donc tout ce système là m'a dû me coûter à peu près un millier d'euros et j'ai passé beaucoup d'heures évidemment à installer tout ça. Bon, et bien prochaine vidéo, ça va être sur la fabrication de ce fameux capteur do it yourself qui va mesurer la pression, donc le volume d'eau au-dessus, la température et qu'est-ce que j'ai, et le débitmètre. Voilà, tout ça avec un ESP8266.